Bonjour à tous, je me présente Nicolas Guyot, je suis interne en quatrième semestre de médecine du travail et je suis actuellement le président de l'ANIMT. L'ANIMT, c'est l'Association nationale des internes en médecine du travail. Et mon but, du coup, ça va être de vous expliquer en quoi la spécialité est, selon moi, après qui ne suis pas forcément très objectif, la meilleure pour aussi vous expliquer en quoi elle a vraiment que des avantages et essayer de vous convaincre un petit peu que ça fasse au moins un peu partie de vos choix post-EDN. Alors, on va commencer. Alors, on va aborder donc plusieurs thèmes. Alors, premièrement, donc, je vais vous expliquer un petit peu. Bon, encore une fois, je vais être très rapide, hein. Je considère que ça, vous maîtrisez quand même un tout petit peu le sujet. La définition de la spécialité, le mode d'exercice, comment ça se goupille, les idées reçues à déconstruire, ça c'est ma partie préférée, et également la maquette de l'internat pour voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, premièrement, la médecine du travail, ça reste une spécialité médicale. C'est une spécialité de médecine de prévention, donc vous allez vous occuper vraiment d'essayer de prévenir l'altération de l'état de santé des travailleurs et exclusivement des travailleurs. Vous allez vraiment vous occuper en tant que médecin du travail de patients uniquement dans le cadre de leur travail. En l'occurrence, en médecine du travail, on fait plein de choses. Déjà, première chose, c'est on va suivre l'état de santé de vos patients avec des examens cliniques et paracliniques. Vous allez pouvoir évaluer donc les éventuels risques professionnels de chacun des patients que vous suivez. Vous allez pouvoir faire des actions en milieu de travail. Alors ça, on va y revenir juste après. Les actions en milieu de travail, c'est les études de poste. En gros, c'est vous allez vous voir un peu lorsque vous ne maîtrisez pas forcément le type de profession d'un de vos agents, vous rendre sur place, voir un peu ce qu'il fait, comment il le fait, en fonction de quelle pathologie il arrive à soutenir un peu sa charge de travail, des actions de sensibilisation, ça on va y revenir. Prévenir tout ce qui est la désinsertion professionnelle, parce que là maintenant c'est un des grands enjeux de 2024 et dans le futur, ça va être en fait le médecin du travail. Le but, c'est de faire en sorte d'adapter globalement les postes de travail pour faire en sorte que le maximum d'agents et de patients que vous suivez reste toujours avec un emploi. Vous aurez un rôle de conseil, ça on va y revenir, c'est très important, où vous allez vous retrouver à devoir gérer et à faire l'intendance entre l'employeur, le salarié, les représentants du personnel, et vous, vous allez être vraiment au milieu de tout ça. Et enfin, la contribution à la veille épidémiologique et à la traçabilité. Bon, ça, je passe, hein, ça, c'est comme dans toutes les spécialités médicales, mais ça nous concerne aussi. Je passe assez vite, hein, ça, vous l'avez appris dans vos collèges, donc ça, pour moi, c'est assez évident pour tout le monde. Il y a des risques professionnels qui nécessitent une formation continue en médecine du travail. Vous allez évaluer les risques psycho-organisationnels ou risques psychosociaux, donc on appelle les RPS. Les risques chimiques, donc ça, voilà, globalement, ça va être tous les domaines que vous allez un peu étudier, la toxicologie, l'allergologie, risque physique, rayonnement ionisant, exposition au bruit, bon ça c'est classique, hein. Ça c'est vos items de toute façon que vous avez bossé. Risque biologique, la législation du travail, et également des formations sur la dermato, allergo, rhumato, psychiatrie, biophysique, le droit. Bon, ça je passe un petit peu, je vous en doutez. La spécialité de la médecine du travail, le but ça va être de pouvoir prévenir et s'occuper en fait de certaines pathologies qui vont être stricto sensu professionnelles. Là, je vous ai mis des petits exemples avec le cancer de la vessie et le travail dans l'industrie du caoutchouc. Ça, c'est assez classique, hein. De toute façon, c'est ce qui tombe en QCM. Les TMS, les troubles musculo-squelettiques, ça c'est ce que vous allez voir le plus souvent en médecine du travail et de façon en règle générale dans l'activité professionnelle médicale au-delà de la médecine du travail, simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus fréquent. La tuberculose dans la profession de santé, où là effectivement il va falloir organiser les suivis si jamais vous travaillez à l'hôpital. Et tout ce qui est mésothéliome et amiante, mais ça pareil, ça vous maîtrisez, je ne refais pas l'histoire là-dessus. En gros, pour résumer assez rapidement, parce que encore une fois, ça ne vous apprend rien de nouveau, la médecine du travail, c'est une spécialité qui va être vraiment transversale entre le côté purement médical et le côté milieu du travail, où vous allez vraiment vous retrouver au milieu de tout, à devoir connaître le métier des agents que vous suivez, également connaître leur état de santé et trouver un juste milieu qui leur permette, eux, de poursuivre à avoir un poste en fonction de leurs capacités restantes. Derrière, en faisant ça, vous allez pouvoir évaluer donc vos patients, prescrire des examens cliniques ou paracliniques, orienter les patients, vérifier à fonction des postes, voir s'il y a des aménagements de postes à faire, pour pouvoir enfin prendre une décision sur l'aptitude ou l'inaptitude de vos agents. Je rappelle, la médecine du travail, ça pour le coup, on n'est pas une spécialité du soin, on est vraiment une spécialité de la prévention. Encore une fois, on peut prescrire, mais c'est vraiment dans le but de l'aptitude au travail. Si vous avez un patient que vous retrouvez et qui va être avec un problème dans un but thérapeutique, là par contre, nous ce qu'on va faire, c'est le réorienter vers le médecin traitant, dont là c'est véritablement le rôle.
Maintenant, je vais un peu rentrer dans le vif du sujet. Je pense que c'est ce qui vous intéresse quand même beaucoup plus, parce que ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout à la fac, simplement parce que, bon, ça vous vous en doutez, la médecine du travail, c'est une spécialité, il y a une moitié de collège des enseignants et dont on parle très peu sur les bancs de la faculté. Si déjà vous avez la chance d'avoir des stages d'externes proposés en médecine du travail, c'est le bout du monde. Du coup, on va refaire un petit point. La médecine du travail, c'est une activité qui est exclusivement salariée. Vous ne pouvez pas vous installer à votre compte, ça, c'est pas possible. Il y a 3 secteurs différents. Le secteur public, donc là, ça va être le secteur hospitalier. Typiquement, c'est si vous avez fait des stages d'externe en médecine du travail, ça va vous retrouver là. Donc, c'est les services qui s'appellent les services de MTPH, médecine du travail du personnel hospitalier, où là, en fait, vous allez être le médecin du travail de l'hôpital et vous allez recevoir les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, tout ce qui est secrétariat administratif, etc. C'est tout ce qui englobe l'hôpital. Il y a également le secteur universitaire, avec notamment les centres de pathologie professionnelle, où là, ça s'occupe vraiment de la recherche sur la médecine du travail et les pathos pro, où là, en fait, vous allez faire le suivi d'anciens salariés qui ont été exposés il y a très longtemps à l'amiante, voir s'ils ont eu des mésothéliomes. Là, c'est pour vous donner les grandes lignes. Et enfin, là, c'est le secteur, au final, qui représente la plus grande majorité, sans pour autant qu'on en parle du tout sur les bancs de la faculté, c'est le secteur privé, qui se divise en deux: les services de santé au travail interentreprises et les services de santé au travail autonomes. Pour vous la faire simple, service de santé au travail autonome, c'est quoi? Vous avez une grosse boîte, je vous mets Air France, vous avez une grosse boîte typiquement qui va avoir son propre service de santé au travail avec son équipe pluridisciplinaire. Et vous allez être le médecin attitré d'Air France avec votre infirmier, votre secrétaire, votre conseiller en prévention. Et tout ça, vous allez vous occuper d'une seule entreprise. Ça, c'est pour les services autonomes. Et à côté de ça, c'est ce qu'il y a aussi, c'est les services de santé au travail interentreprises, où là, en fait, vous allez avoir plusieurs casquettes en même temps, où vous allez vous occuper de plein de petites entreprises de moins de 500 salariés, où là, vous allez en gérer justement un certain nombre pour pouvoir communiquer avec plusieurs employeurs différents. Le mode d'exercice, donc ça, on parle vraiment concrètement. Là, c'est vraiment ce que sur une journée type de médecin du travail, ce sera quoi? 2 tiers du temps, ce sera de la consulte. Donc là, c'est les consultations qu'on imagine avec les consultations d'embauche, c'est quand vous recevez un salarié qui il fait sa visite d'embauche, les consultations de visite périodique, visites de mi-carrière qui ont été rajoutées tout récemment, visite de fin d'exposition, les visites d'après accident de travail ou maladie professionnelle, ça vous connaissez, vous avez déjà étudié, ou alors post-grossesse pour voir un peu comment évaluer la reprise. Ça, c'est vraiment les visites, ça va être le grand classique qui se ressemblent pas du tout les unes avec les autres, donc il y a toujours moyen d'apprendre des nouvelles choses. Ça, c'est pour les 2 tiers du temps. Et un tiers du temps, ça va être ce qu'on appelle les actions en milieu de travail dont je vous parlais au début, où vous allez vous occuper en fait de vous renseigner sur les différentes entreprises que vous suivez. Typiquement, vous allez pouvoir visiter les lieux, vous allez pouvoir faire des réunions, parler avec les employeurs, évaluer les risques professionnels, pouvoir faire des campagnes de prévention. Si vous sentez par exemple qu'il y a des boîtes qui ont des gros soucis vis-à-vis des troubles musculo-squelettiques, vous pouvez arriver là-bas, leur faire une formation ou déléguer et former quelqu'un pour qu'il leur fasse une formation. Bref, ça, c'est vraiment du temps que vous allez passer donc dans les entreprises. Vous allez travailler en équipe dans les services de prévention et de santé au travail. Vous allez être le chef d'équipe, typiquement, donc vous allez être le médecin. Dans votre équipe, il y aura quoi? Il y aura un infirmier en santé au travail, il y aura un ergonome, des psychologues, des toxicologues, assistants sociaux. Donc ça, c'est l'avantage, c'est qu'en fait, au moins, vous pouvez vraiment vous décharger et garder une pratique vraiment comme vous l'entendez. Le but, c'est un peu, alors je ne vais pas dire que c'est de la médecine à la carte, mais au moins, ça vous permet vraiment d'être très épanoui dans ce que vous faites. Concernant donc typiquement l'internat de médecine du travail, alors ça, si un peu renseigné, ça vous le savez, donc c'est en 4 ans. La première année, donc on a un stage de spécialité et un stage clinique. Stage de spécialité, donc là vous vous retrouvez, alors typiquement c'est des stages en entreprise, c'est vous quittez le CHU et vous vous retrouvez les 2 pieds dans votre future pratique. Souvent c'est les stages qui sont très très appréciés par les internes parce que en fait vous êtes dedans, quoi. Vous faites votre spécialité. Souvent, les services sont très très contents de recevoir des internes, non pas pour que vous soyez corvéable comme ça peut être dans d'autres spécialités, mais justement pour vous former. Et là, justement, ça va être vraiment très très agréable pour eux et pour vous, parce que là, vous allez vous retrouver à faire globalement le métier en tant que tel, en étant toujours très encadré. Donc là, pour la formation, c'est vraiment on a vraiment le luxe en médecine du travail d'avoir des stages de spécialité qui sont vraiment excellents. À côté de ça, on a les stages cliniques. Là, vous allez faire toutes les spécialités où vous allez vous retrouver au CHU et passer dans des stages donc, qui ont rapport de près ou de loin avec la médecine du travail. Alors ça, je reviendrai après. Mais du coup, on a dit phase socle la première année, un stage de spé, un stage clinique.
La deuxième et la troisième année, 2 stages de spé, 2 stages cliniques. Et la quatrième année, donc c'est 1 an de docteur junior, donc comme pour toutes les autres spécialités, où là, vous allez être exclusivement en médecine du travail pour vous préparer en fait vraiment à plonger dans le grand bain quand vous serez médecin après. Comme je vous le disais, les terrains, donc les services interentreprises. Alors bah là, par exemple, je vous donne un exemple. Là, typiquement, moi, je suis lillois. Nous, on propose des stages dans des entreprises, typiquement la SNCF, la Poste ou Toyota, en ce qui concerne les services autonomes. C'est-à-dire, c'est vraiment les grosses boîtes où vous allez être dans le bain pour pouvoir gérer les différents agents et leur suivi médical. Et également des stages qu'on trouve dans la fonction publique, donc les services, comme je vous ai dit, de médecine du travail du personnel hospitalier, donc à l'hôpital, et dans les services interentreprises, donc ça c'est comme d'habitude. Globalement, vous êtes dans le service et vous avez les 50 petites entreprises dont vous vous occupez et que vous voyez régulièrement. Pour ce qui concerne les stages cliniques, là je vous ai mis grosso modo, alors ça dépend des villes, encore une fois, ça dépend des villes, ça dépend des années, ça dépend des choix. Là en soi, je vous ai mis les plus fréquents, c'est-à-dire pneumologie, allergologie, dermatologie, psychiatrie, addictologie, MPR, rhumatologie, un peu plus rarement. Je sais qu'il y a des villes qui proposent, il y a les centres de la douleur, il y a les centres de troubles du sommeil, il y a les urgences. Après, ça surtout, de votre côté, si vous avez une ville en particulier qui vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer des messages pour que je puisse comme ça vous réorienter vers les internes référents en fonction des villes qui sauront vraiment vous éclairer sur quelle ville propose tel stage. Tout simplement, je sais que à Paris, ils proposent des stages de santé au travail dans le nucléaire. Ça, il y en a pour qui ça intéresse énormément. Il y a des villes qui proposent avec Air France, il y en a qui proposent avec les pompiers. Donc ça, pareil, c'est plein de domaines qui sont très diversifiés. Mais encore une fois, ça dépend un peu des villes. Après, il y a toujours la possibilité de faire un interchu, mais bon, ça, on n'en est pas encore là. Alors, bon, ça, je passe assez vite parce qu'en soi, c'est pareil pour toutes les autres spécialités. Donc, on vous propose des DU et des FST. Donc, les DU, c'est un diplôme universitaire supplémentaire que vous pouvez rajouter à votre panoplie. Ça fait très bien sur le CV. Les entreprises, elles adorent ça. Les FST, c'est une année supplémentaire que vous rajoutez à votre maquette où vous pouvez étudier quelque chose en particulier. En soi, ça, vous pouvez tout à fait le faire. Je sais que les DES de chaque ville, ils n'ont aucun problème avec ça. La seule différence, c'est qu'il faut toujours l'anticiper. Mais ça vaut pour toutes les spécialités. Vous êtes capable de faire des DU et des FST, c'est très bien, mais il faut toujours voir avec les coordinateurs très très tôt dans votre cursus pour pouvoir justement l'organiser. Bon, ça, je passe assez vite parce que ça dépend aussi des villes. En fonction des villes, il y a des examens, souvent en fin de première année. Vous avez la thèse, donc ça, c'est classique, obligatoirement à passer avant la fin de la troisième année pour pouvoir passer en docteur junior. Le mémoire en fin de docteur junior pour valider vraiment le DES et commencer à pratiquer. Et pour la majorité des villes, vous avez des cours quelques jours par mois, vous avez des séminaires qui vont être en fonction des spécialités, en fonction des villes, mais ça, pareil, ça c'est assez dépendant des villes, et puis encore une fois, ça c'est à peu près pareil pour toutes les autres spécialités. Donc ça, je passe un peu vite. Je vais vous donner un peu les bons points de la médecine du travail. Alors, premièrement, déjà, vous découvrez le monde du travail, et ça vous permet aussi de sortir de l'hôpital. Il y en a énormément parmi vous, je pense, pour qui les stages externes purement hospitaliers, purement cliniques, d'hospitalisation, des gens qui ont été allergiques vraiment au CHU, ça en soi, il faut se dire que la médecine du travail, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un monde complètement à part où en fait vous allez vous occuper justement d'être un médecin de prévention et plus du tout dans le soin. Ça peut rebuter certains, ça j'entends tout à fait. Après, je sais que la médecine du travail, ça va être une spécialité justement où ça va être une spécialité très sereine. On va jamais avoir, enfin, faut jamais dire jamais, mais vous allez rarement vous retrouver face à des urgences vitales et ce sera jamais à vous de les gérer. En soi, si vous avez des questions, vous pourrez toujours demander à des collègues, à des confrères pour avoir un peu des idées de comment réagir face à certaines situations que vous pourrez voir pendant votre pratique. Mais ça, pareil, il n'y aura jamais d'urgence et ça, c'est très confortable comme situation, comme internat. La qualité de vie, ça, on n'en parle pas, hein, évidemment. Ça, c'est médecine du travail, on est assez connu pour ça. Les horaires de stage, en fonction des stages, toujours évidemment, mais c'est toujours globalement respecté du 8h, 17h. Il y a le respect de temps de formation. Il faut rarement commencer à négocier avec les stages pour pouvoir commencer à avoir droit à sa demi-journée de formation pour écrire sa thèse. Pareil, les cours, vous pouvez y aller sans souci. C'est vraiment une des spécialités où justement, ils mettent vraiment la formation est vraiment au milieu et vous n'êtes pas à l'interne corvéable comme on peut retrouver dans d'autres spécialités. Et ça, c'est quand même très, très important. Vous êtes là pour apprendre. Pareil, alors, on propose un congrès national de médecine et de santé au travail tous les 2 ans. Souvent, c'est en juin. Là, on l'a eu cette année, c'était à Montpellier. Et les RNP, les rencontres nationales pédagogiques que l'ANIMT organise chaque année pour les internes, où là, pareil, on vous invite tous. Souvent, les services, ils vous laissent tout à fait y aller.
Et le but, c'est de vous retrouver face à des intervenants pour en fait, toujours encore une fois, vous former. L'internat de médecine du travail, j'insiste bien, le but, c'est pas de faire le bouche-trou de l'hôpital, le but, c'est vraiment de vous former. Ah, ma partie préférée, les idées reçues à déconstruire. On va pas se le cacher, la médecine du travail, elle a une mauvaise réputation, c'est dommage. Pour le coup, les facultés nous aident pas beaucoup à partir du moment où en fait, déjà, il y a très, très peu d'heures de cours vis-à-vis de la spécialité et toutes les villes ne proposent pas des stages de médecine du travail et quand elles le proposent, c'est même assez rarement représentatif de la spécialité. Vu qu'encore une fois, ça reste quand même une spécialité que vous allez exercer dans le privé et ça forcément, les CHU, ils peuvent difficilement vous proposer des terrains d'externe là-bas. Premièrement, les médecins du travail sont vendus aux employeurs, bien évidemment, c'est faux. On garde une totale indépendance professionnelle et c'est surtout que le médecin du travail est un salarié protégé. Du coup, vous vous retrouvez systématiquement, si jamais vous vous retrouvez entre le salarié qui veut X et l'employeur qui veut Y, vous, au milieu, vous pouvez vraiment réagir en fonction de ce que vous entendez. Vous avez votre indépendance et c'est bien normal. Ça vous permet vraiment de pouvoir pratiquer sans craindre de représailles d'un côté comme de l'autre. C'est vraiment vous qui décidez et ça, c'est quand même le plus pratique. Bien évidemment, vous êtes obligé aux trois secrets, donc médical, professionnel et de fabrication. Forcément, si un salarié vous donne des informations médicales, interdiction totale et absolue de le transmettre à l'employeur. Et pareil, si vous allez faire des études de poste dans une usine et que vous voyez comment sont faits tel ou tel processus, interdiction pareil de divulguer le secret professionnel à d'autres entreprises. Bon, ça c'est plutôt évident, mais je tiens quand même à le rappeler. Les médecins du travail, ce sont ceux qui ont raté les ECN. Bien évidemment, ça aussi c'est faux. C'était vrai. C'était vrai, on ne va pas se le cacher. Maintenant, on commence à observer une recrudescence d'étudiants qui ont un bon classement. Ça, j'avoue que c'est grâce notamment à l'ANIMT avec les mandats précédents qui ont réussi à faire passer le message qu'en fait la spécialité est vraiment une spécialité qui est complètement indépendante. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on se renseigne un petit peu, on se rend compte que c'est une spécialité comme une autre et qui, pour le coup, permet de vraiment, il y a certains externes qui se retrouvent vraiment dedans. Et en fait, ça prouve surtout d'une image négative qui est liée à la méconnaissance du métier. Ça, pareil, on n'est pas aidé. Dès que vous faites des stages au CHU, le grand classique, c'est les chefs qui vont vous dire si tu travailles pas bien à l'école, tu vas finir médecin du travail dans la Creuse. Ça, c'était le cliché, on le sait. Malheureusement, bon, ça, c'est ce qui se disait avant. Mais maintenant, on se rend compte qu'en fait, c'est plus du tout le cas. Et autant c'est une spécialité dans laquelle tous les postes ne sont pas pourvus, c'est-à-dire que même si vous êtes parmi, effectivement, un peu à la fin du classement, il y a quand même de bonnes chances que vous puissiez trouver des postes. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'en fait, la médecine du travail, c'est la spécialité. Moi, j'avais des chefs qui nous disaient ça, c'est la spécialité de la maturité. Pour la simple et bonne raison, vous allez vous retrouver en médecine du travail et quelque chose qu'on voit de plus en plus, ça va être quelque chose qu'on appelle les médecins collaborateurs. C'est-à-dire, ça va être des médecins qui ont fait une autre spécialité, notamment ça va être des médecins généralistes, etc. C'est comme un droit au remords, mais bien plus tard. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à remplir nos effectifs. Parce que, au vu de la médecine telle qu'elle est actuellement, ça je pense que vous êtes tous au courant d'un point de vue stricto sensu politique, de comment notamment se passe la médecine générale et les médecines hospitalières, beaucoup de médecins se rendent compte à 30 ans, 40 ans, qu'ils en ont marre de se faire marcher dessus, exploiter, et que pour le coup, justement, la médecine du travail, ça leur permet de récupérer un peu d'intérêt pour leur métier. Ils se renseignent, ils se reforment, et justement, on est une spécialité qui sera toujours ouverte pour les accueillir, et c'est pour ça finalement qu'on remplit systématiquement notre quota grâce justement aux gens qui décident de changer de spé. Je vous le souhaite pas, mais en tout cas, voilà, faut se dire aussi que c'est toujours une solution possible si jamais vous plaisez pas dans la spécialité que vous avez choisie. Autre point de vue, le médecin du travail, c'est des administratifs. Alors ça, c'est d'autant plus faux maintenant, encore plus qu'avant. Alors évidemment, on est médecin, on réalise des examens cliniques et paracliniques, mais c'est surtout que, on est des médecins qui vont être stricto sensu, donc on va travailler dans le privé. Et en fait, pour tout ce qui est tâches administratives, c'est quelque chose qu'on aura facilement tendance à déléguer. C'est l'avantage, c'est qu'on peut vraiment choisir notre pratique comme on l'entend. Le but, c'est qu'on fasse du médical. De toute façon, en plus, comme on est quand même, il y a un déficit de médecins du travail sur le territoire français, ce qui est attendu de nous, c'est qu'on fasse de la médecine. Le côté administratif, ça a tendance à souvent être délégué justement à vos secrétaires, à vos paramèdes, qui auront justement beaucoup plus tendance à s'en occuper, pendant que dans ce temps-là, vous vous occupiez vraiment de vous, ce qui vous plaise. Donc ça, pour le coup, autant j'aurais presque tendance à dire que au jour d'aujourd'hui, le médecin administratif par excellence, c'est plutôt justement les généralistes ou les spécialistes en hospitalier, mais pour le coup, en médecine du travail, ça, on est très très loin de l'idée du médecin administratif.
Enfin, alors là, c'est un peu un point de détail, mais on entend parfois que les médecins du travail, ils ne prescrivent rien. Alors ça, pareil, c'est faux. Évidemment, on prescrit tout ce qui est examen complémentaire dans le cadre des missions. On va prescrire les radios, les spiros, les EFR, les dosages bio, les vaccinations. On va faire notre examen clinique, on va examiner les patients. Bref, on va quand même faire du médical. On va prescrire. C'est juste qu'on est dans une optique purement préventive. On va jamais être dans une optique thérapeutique, pardon. L'optique thérapeutique, ce sera envoyé au médecin traitant, dont c'est le rôle, mais nous, on est vraiment acteurs dans la prévention et non le soin. Cependant, et ça, pour moi, ça me semblait évident, mais je tiens quand même à le rappeler, le médecin du travail reste un médecin, comme toutes les spécialités qui vont être non cliniques à proprement parler, c'est-à-dire le médecin en santé publique, le médecin en anapathe, et ben, tous les médecins, à partir du moment où ils ont passé une thèse de médecine, on conserve un droit de prescription en situation d'urgence. Donc typiquement, vous avez votre patient qui fait son choc anaphylactique, vous n'allez pas le regarder très fort en attendant que ce soit un urgentiste qui arrive pour s'en occuper. Et surtout, vous pouvez tout à fait prescrire à titre privé. Vous pouvez être le médecin traitant de votre famille, de vos proches. Ça pose absolument aucun problème. Vous pouvez être votre propre médecin traitant. Vous pouvez prescrire des traitements. Juste, ce sera jamais dans l'optique de faire ça dans un objectif de médecine du travail pour les entreprises. Pour les agents dont vous allez vous occuper, on ne fait pas de thérapeutique, on fait du préventif. Mais pour vous et votre côté privé, ça, vous pouvez tout à fait. Pour ce qui concerne avoir une vision un peu plus concrète de la spécialité, donc ça, je vous ai mis des petits liens. De toute façon, ce sera disponible à la fin si vous allez les regarder sur YouTube. Au moins, ça a le mérite de présenter un petit peu donc différemment de la façon dont j'ai fait. C'est sympa, ça, je vous le conseille. Ça dure pas très longtemps. C'est toujours cool d'écouter un peu. Là, pareil, le contact de l'ANIMT. Alors, ce que je vous conseille au maximum, c'est vraiment d'essayer de nous contacter par Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter. Le site, il est encore en construction. On y travaille pour qu'ensuite on puisse vous réorienter vers en fait les référents de chaque subdivision. Le but, c'est si vous avez une question sur l'internat de Lille ou de Toulouse ou de Montpellier, qu'on vous réoriente sur l'interne référent de Lille, de Toulouse ou de Montpellier pour qu'il puisse au mieux répondre à vos questions. Donc voilà, vous n'hésitez pas à nous contacter, il n'y a pas de questions stupides. Dans tous les cas, on refera un point sûrement en septembre à l'approche des choix pour justement refaire un petit point sur la spécialité pour vous la présenter. Mais bon, au moins, je pense que là, ça a permis de présenter un petit peu à ce présent la spécialité qui est la nôtre. Petit aparté, et ça, je tiens quand même à vous le dire, même si ce n'est pas présent dans le diapo, parce que ça, encore une fois, ça, c'est une question qui revient systématiquement. La médecine du travail, d'un point de vue purement égocentrique qualitatif, faut pas oublier que typiquement en sortie d'internat, parce que je vois déjà les questions qui sont posées par message, médecine du travail, sortie d'internat, par mois, c'est à peu près 5 000 euros net. Très facilement négociable. Là, c'est vraiment sortie d'internat et ensuite, bah, vous faites que grimper et demander des avantages parce que vous travaillez dans le privé. Voiture de fonction, 13e mois, prime, ça, effectivement, c'est la norme parce que c'est le monde du privé. Ça fait tout drôle quand on arrive, quand on est interne et qu'on se fait déjà démarcher par des entreprises qui sont très en manque et très en attente de futurs médecins du travail. Mais ça, voilà, parce que bon, il ne faut pas oublier que c'est le nerf de la guerre, hein, c'est un point important et dont tout le monde n'ose pas forcément poser la question. Et encore une fois, eh ben, le médecin du travail, c'est une qualité de vie exceptionnelle. Je pense que alors, pour parler un peu grossièrement, parce que ça, on me le demande souvent aussi, c'est la spécialité qui va être au total d'un rapport nombre d'heures salaire, c'est la spécialité qui va être la plus rentable. Alors, ce serait triste que ce soit ça qui vous intéresse et qui motive votre choix en priorité, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus le cacher. On a le mérite, on a le luxe justement d'avoir une horaire de début de journée et une horaire de fin de journée et on ne nous demandera jamais plus que ça. C'est pas hospitalier, c'est le principe du privé et ça pour moi, c'est quand même très important de le souligner. On n'oublie pas, donc ça je vous l'ai déjà dit, la médecine du travail, c'est la spécialité de la maturité. Et ça, vous vous en rendrez compte au fur et à mesure que votre internat il va se dérouler. Et en fonction de vos connaissances qui vont prendre des spé qui vont être très demandeuses, que ce soit de leur temps et qui ne vont pas du tout respecter leur formation, ça, c'est vraiment un luxe, sans pour autant dénigrer les autres spécialités que j'apprécie beaucoup. Mais en médecine du travail, ça, on peut difficilement nous reprocher notre manque de formation. Alors, dans la maquette, on est obligé de faire un semestre en CHU, où on peut être seulement en entreprise ou en périphérie. Alors, ça dépend des villes. La très grande majorité, vous êtes quand même souvent en fait coincé parce que le CHU, bah, c'est quand même là où il y a le plus de terrains de stage. Et par définition, bah, c'est là où ils vous en proposeront toujours. Faut pas oublier. Alors souvent, si vous êtes major de promotion et que vous avez le mérite de choisir systématiquement votre stage en premier, il y a sûrement certaines villes où vous arriverez éventuellement à négocier pour passer entre les mailles du filet, mais pour moi, non, vous êtes quand même systématiquement obligé de passer par le CHU au moins une fois.
ou on peut être seulement en entreprise ou en périph'. Alors, forcément, il y aura toujours des stages cliniques. Ça, c'est ce que j'ai dit. 8 semestres, 3 semestres cliniques, donc c'est-à-dire 3 semestres hospitaliers, hein, que ce soit le CHU ou la périph', et 5 semestres de médecine du travail, que ce soit médecine du travail donc en entreprise ou médecine du travail hospitalière. Donc ça compte pour du CHU, par exemple. Alors, si on devient médecin du travail en passant par médecin collaborateur, il faut refaire 4 ans. Alors non, c'est en fait vous êtes médecin collaborateur, c'est voilà, vous avez fait médecin généraliste ou une autre spécialité. Vous demandez au DES d'une ville pour refaire partie. Alors j'ai pas les spécificités, mais en soi c'est une formation qui va être un peu continue. Alors ça va pas être 4 ans. Faut pas imaginer que ça va être 4 ans d'internat par exemple, mais vous allez avoir une formation un peu accélérée avec des cours qui vont être très condensés et des stages où vous allez être en observation, mais quand même très très vite en autonomie, parce que voilà, on considère qu'un médecin généraliste qui a fait 10 ans de MedG, oui, il est quand même un peu à même de savoir examiner un patient. Donc oui, c'est une formation accélérée. Ce ne sera pas 4 ans. Ce n'est pas un internat bis. Peut-être pour rajouter, en tout cas à Paris, dans notre internat, on a des cours en première année, deuxième année, troisième année. Donc ils sont en même temps en cours avec nous. Par contre, ils sont dès le début dans des stages de médecine du travail. Ils sont en autonomie assez vite comparé à nous. On continue avec nos stages cliniques alternant avec les stages de médecine du travail, mais ils sont beaucoup plus en autonomie, beaucoup plus vite. Et par contre, les cours, c'est avec nous. Donc ça, par exemple, les 3 premières années, ils sont avec nous à tous nos cours. Où peut-on trouver la liste des internes référents selon la ville pour prendre contact? Ça, on est en train. Alors, ça, je vous explique. Ça, c'est ma faute. C'est un projet en cours. On est en train de refaire le site de la NIMT et le but, c'est d'avoir à la fin, le plus rapidement possible, donc ce sera forcément avant les choix, la liste pour que vous puissiez contacter directement les internes référents. Mais vous pouvez m'envoyer un message tout de suite, hein, en l'occurrence, et puis moi, je vous transmets directement et ça vous évite de perdre du temps. Je vous mets mon adresse mail perso. Vous n'hésitez pas surtout à m'envoyer un message. C'est guyot.nicolas96@gmail.com. Alors, mais techniquement, quand on est médecin collaborateur, on reste inscrit à l'ordre des médecins avec notre spé de base. Alors, vous ne pouvez pas cumuler plusieurs spécialités. Si vous êtes médecin généraliste et que vous devenez médecin collaborateur pour être médecin du travail, vous n'allez pas pouvoir porter la casquette médecin généraliste et la casquette médecin du travail en même temps. Vous allez être soit l'un, soit l'autre. Donc ça, non, c'est quand vous passez de l'un, c'est que vous y restez. Et cette formation pour être médecin collaborateur, c'est autorisé parce qu'on est en manque de médecins du travail. Dans le futur, ça vient à changer, ce sera bloqué. Non, je vous rassure, ça de toute façon, il y a un si gros déficit de toutes les spécialités médicales possibles. À partir de ce moment-là, le DES de médecine du travail, il sera toujours enclin à accueillir des médecins collaborateurs. Ça dépendra peut-être des villes. Peut-être qu'il y a certaines années où effectivement, j'en sais rien, moi je dis ça au hasard, Amiens en formera pas, mais Rouen en formera, et du coup, il faudra vous orienter vers le DES de Amiens ou de Rouen en ce moment-là. Mais bon, ça c'est du point de détail. Dans tous les cas, si vous voulez devenir un moment médecin collaborateur pour transcender vers la médecine du travail, il faut considérer que oui, ce sera toujours possible. Il n'y a pas de manque de médecine du travail ou pas manque. En règle générale, on manque de médecins, donc peu importe la spécialité, vous serez toujours bien accueilli. T'as juste une petite question au-dessus. Alors, au-dessus, Ouais. ah oui, on échappe aux gardes de pavillon quand on est en hospitalier. Alors, la grande question. Alors, ça dépend des villes. Je sais tout à fait qu'il y a des externes qui vont être allergiques aux gardes. J'entends tout à fait, hein. Alors moi, personnellement, ce n'est pas mon cas. Moi, les gardes d'urgence, ça ne m'a jamais embêté. Cependant, je conçois que pour certains, ce soit anxiogène au possible. La majorité des villes, vous aurez au moins pendant votre phase socle, c'est-à-dire le premier semestre et le deuxième semestre, des gardes obligatoires si vous êtes en stage au CHU. Ça peut être aux urgences. Je sais qu'à Lille, c'est aux urgences, mais ça peut transcender au centre antipoison aussi pour des gardes là-bas. Ça peut être des gardes en psychiatrie, ça dépend. Ça, faut se renseigner. C'est vraiment ville dépendant, c'est DES dépendant. Et ça dépend si si le professeur référent a jugé nécessaire que vous fassiez des gardes, vous en ferez. Sinon, bah, vous en faites pas. Après, faut pas oublier qu'il n'y a pas de quota de garde obligatoire. En soi, rien ne vous empêche d'être sur le planning de garde, mais de refiler vos gardes aux autres. Il n'y a pas de garde obligatoire nécessaire pour la validation du DES. Mais vous avez obligation de continuité des soins. Donc, si on vous met dans le planning, c'est que vous y êtes. Mais vous pouvez donner les gardes aux autres si jamais vous voulez vraiment pas en faire. En prenant l'exemple du service autonome d'une grande entreprise telle qu'Air France, il y a un seul médecin du travail qui s'occupe de tous les salariés ou il y en a plusieurs. Alors, j'espère qu'il y en a plusieurs. Imaginez des entreprises comme Amazon, là pour le coup avec vraiment des milliers et des milliers de salariés. Ouais, vous serez content d'en avoir plusieurs. En soi, il peut y en avoir qu'un seul, mais lorsque c'est des boîtes gigantesques, là je vous ai dit Air France, mais voilà, je vous ai dit Amazon, pareil,
vous allez avoir du coup plusieurs médecins du travail, mais qui vont tous travailler un peu ensemble. Ça va faire une équipe pluridisciplinaire avec plusieurs médecins du travail, plusieurs infirmiers en santé au travail, plusieurs ergonomes, parce que sinon, alors là, si on vous dit vous êtes médecin du travail et on vous file 50 000 salariés, vous n'allez jamais vous en remettre. Donc oui, oui, ça pour le coup, vous serez jamais tout seul. Ça dépend toujours de la taille de la boîte. Est-il possible de faire un DU d'urgence, par exemple, et exercer en tant que tel le week-end? Je vais pas trop me mouiller parce que je vous avoue que ça, je maîtrise pas forcément. Je sais pas du tout si c'est possible ou pas. Très sincèrement, je ne pense pas, parce que ça impliquerait d'être à la fois de travailler dans le privé et également dans le public. Et ça, je pense que déjà les hôpitaux, ils ont un peu de mal, surtout en ce qui concerne un truc concernant les urgences. Parce que les urgences, qui dit garde aux urgences, dit repos de garde. Et dans la loi, vous ne pouvez pas cumuler un repos de garde et bosser malgré tout dans l'entreprise d'à côté. C'est le repos de sécurité, c'est fait pour ça. Donc ça, par contre, j'ai de gros doutes sur la question. Faudrait que je me renseigne, mais j'y crois moyen. On peut faire 2 FST où c'est techniquement impossible. Alors, rien n'est impossible, mais je pense que vous risquez de vous prendre un nom de la part de votre professeur responsable du DES. En soi, le techniquement impossible m'étonnerait beaucoup parce qu'en soi, c'est de la formation, donc ça dépend toujours de ce que vous voulez faire et de comment vous le demandez, et aussi en fonction de comment ça se goupille dans votre projet professionnel. Encore une fois, les maquettes, elles s'adaptent. Si vous arrivez et que vous voyez si vous arrivez genre premier jour de médecine du travail néo-interne, chaud comme la braise, et que vous parlez au professeur en disant mon objectif c'est de faire ça, et pour ça j'ai besoin de faire les 4 années de médecine du travail, un DU, 2 FST, je pense que alors il va vous orienter pour faire ce qu'il y a de mieux pour justement éviter de faire 2 FST. Mais sur le principe, je pense pas qu'il y ait de loi ou d'article qui l'empêcherait théoriquement, en tout cas. Après, je ne suis pas professeur. Ça dépendra toujours. Une question pour le droit au remords. On peut toujours faire un droit au remords avant la fin du 4e semestre, même si la deadline pour envoyer la demande est un peu dépassée. Je suis en cours de changement vers la médecine du travail. Ça dépend dépassé de combien. Pour moi, j'y crois pas trop parce que souvent, c'est même pas tellement dépendant des professeurs, c'est dépendant de la faculté. Et dès que c'est dépendant de la faculté, c'est dépendant administrativement. Et les administratifs, c'est très carré. Donc bon, j'ai des gros doutes, mais en soi, ben, si vous avez un professeur qui s'occupe de votre DES qui a tendance à être plutôt complaisant, c'est une possibilité. Mais pareil, ça encore une fois, c'est une question à laquelle je ne me permettrai pas trop de répondre vu que bah, je n'ai pas les réponses là-dessus pour vous donner une réponse claire. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué. Si on fait une FST, addicto, médecine du sommeil, on peut ensuite travailler à temps plein dans ces services. Sinon, quel est l'intérêt de faire des FST pour médecine du travail dans la pratique quotidienne? Alors, travailler à temps plein dans ces services, je pense pas, non. Je me permets de rajouter, Oui, bien sûr. il me semble que jusqu'à maintenant, on n'a pas le droit d'utiliser ce qu'on a appris en FST comme notre temps, enfin, de pratiquer en temps complet, enfin, à temps plein. Pour l'instant, c'est pour ça que souvent, vous allez entendre dire que bah, les FST, ça ne nous sert pas à grand-chose, mais c'est un peu dans toutes les spécialités actuellement. Les FST, ils le font, c'est un plus pour, personnellement, dans votre pratique, qui vous permettront de dépister plein de choses, enfin, de savoir comment orienter une personne, quand vous êtes face à ce problème-là. Pratico-pratique, en tout cas, pour la FST et pour le DU, à moins que vous vouliez travailler en tant que médecin du travail du personnel hospitalier. Là, je parle surtout du privé. Eh ben, une FST ou un DU, sur le CV, ça vous permet en fait de pouvoir négocier un peu la pratique que vous allez faire, négocier aussi, j'en sais rien moi, votre salaire, vos avantages. Si vous avez une FST en toxicologie, vous allez avoir une plus-value en fait que vous allez apporter à l'entreprise parce que justement, ça va leur éviter, j'en sais rien, d'embaucher un toxicologue supplémentaire et du coup, ça vous permet de vous vendre un petit peu. Donc ça, pareil, en fonction de ce que vous voulez faire une FST uniquement pour faire beau sur le CV, bon, je trouve ça quand même très dommage. Il faut surtout faire une FST qui vous intéresse pour une pratique qui, dans votre avenir professionnel, vous intéresse vraiment et vous passionne. Mais sinon, sur le principe, au moins en médecine du travail, ça a tendance à vous donner une plus-value par rapport à un autre dossier ou un autre CV d'un compétiteur qui attaquerait le même poste que vous. Si on hésite, est-il plus raisonnable de commencer par médecine générale et après devenir médecin collaborateur parce que l'inverse n'est pas possible, passer de médecine du travail à médecin généraliste? Ça, c'est une question un peu foireuse parce que ça veut un peu dire se préparer à l'échec. Et moi, je suis quand même pas très fan. Si vous commencez par devenir médecin généraliste, j'espère que le but que vous avez lorsque vous choisissez médecine générale à l'ECN, c'est de rester médecin généraliste. Sinon, ce serait quand même un peu dommage. Il faut savoir que médecine du travail, médecin collaborateur, c'est une possibilité après.
mais ça doit être considéré comme un parachute, comme un plan B si jamais vous avez envie de changer votre pratique. Le parcours médecine du travail, médecin collaborateur ne doit pas être ce qui est censé influencer votre choix. C'est un parachute, mais ça doit rester là-dessus. Après, vous pouvez tout à fait, en fonction de votre classement à l'ECN, si vous avez la possibilité d'avoir médecine du travail et médecine générale, et que vous faites médecine du travail, et que, pour une raison délirante, ça ne vous convient pas, je plaisante, mais c'est une possibilité. Si ça ne vous convient pas, eh ben, vous pouvez faire un droit au remords pour aller dans médecine générale. Ça, évidemment, si vous aviez le classement pour, ça, c'est tout à fait possible. Après, il Je faut ne sais pas juste pas oublier qu'en fait, quand vous vous demandez à faire quoi que ce soit, un droit au remords ou quand vous décidez de faire médecin collaborateur, il y a toujours un entretien qu'il faut faire avec le coordinateur du DES. Enfin, il y a toujours un motif derrière que vous devez justifier pourquoi vous voulez changer. Donc, faut que vous considérez ça aussi et pas juste vous dire que bah, je prends ça et après je verrai. Ouais, collaborateur, c'est pas le Club Med non plus, hein. Si vous arrivez les mains dans le slip en sifflotant, on va vous recaler et vous mettre à la porte. Il faut rester quand même un peu pragmatique sur la question et savoir. Et si vous arrivez en disant par contre que c'est votre projet professionnel, que vous vous plaisez plus dans la médecine générale et que vous voulez vous axer beaucoup plus sur la prévention, ça, ce qui est tout à fait entendable. Là, dans ce cas-là, on vous accueillera les bras ouverts. Mais après, voilà, faut pas déconner, quoi. C'est comme pour tout le reste, bah, faut savoir faire preuve de bon sens, en fait. Je me permets de rajouter un truc Bien pour sûr. les DU. Donc, c'est comme, bon, niveau cours, c'est à peu près comme les FST. Donc, vous avez une spécialisation un peu plus poussée dans le domaine dans lequel vous faites votre FST ou le DU. Le DU, la particularité, c'est que vous pouvez, si vous décidez de le faire, pardon, après l'internat, vous êtes déjà embauché dans une entreprise. Il y en a certaines entreprises qui refusent pas de vous financer votre DU. Donc, souvent, ça coûte assez cher quand vous avez fini l'internat. Si vous décidez de le faire à ce moment-là, vous n'hésitez pas à en parler avec l'entreprise chez qui vous travaillez. Souvent, c'est financé. Nous, on avait aussi contact avec certains médecins qui avaient fait, par exemple, le DU de toxicologie, Ouais. qui, dans leur pratique, avaient une part de leur travail qui était dédiée que à la toxicologie. Donc, si vous adorez ça, vous faites, par exemple, 4 jours médecin du travail typique et un jour, vous dédiez votre pratique à que de la toxicologie. En fait, c'est un plus pour votre pratique, mais ça ne veut pas dire que vous quittez le monde de médecine du travail. C'est une pratique en plus que vous rajoutez dans votre même poste. Alors, les rangs limites pour médecine du travail dans les grandes villes, ça varie beaucoup d'année en année. En réalité, pas tellement. Pour le coup, alors, il y a toujours des villes qui partent plus vite que les autres, hein. Je pense notamment à Montpellier, qui a quand même Montpellier et Bordeaux, c'est les deux qui partent souvent en première. Après, pour le reste, il y a quand même assez souvent un ou deux postes par ville qui sont pas pourvus. On va pas se le cacher, médecine du travail, ça pour le coup, c'est pas forcément l'aspect qui est la plus attractive. Donc, vous aurez toujours le mérite, même si vous êtes très mal classé, ce que je ne vous souhaite pas, d'avoir en fait accès à pas mal de villes. Après, si on me demande de parler en tant qu'absolu, j'ai pas de boule de cristal, je ne saurais pas vous dire si effectivement ça va changer d'un coup cette année ou pas. Pour moi, ça continue de garder une tendance avec toujours, allez, 90% des postes qui sont pourvus, mais bon, ça dépend toujours un petit peu. Là, en plus de ça, vous êtes dans la réforme, donc c'est toujours très difficile à évaluer. Donc ça, voilà. Ça m'étonnerait, parce qu'encore une fois, voilà, là, on n'est pas en train de parler de Cardio Bordeaux ou de Dermato Paris, et effectivement, là, la question se poserait plus, mais en soi, ça m'étonnerait que ça bouge énormément. Je sais que tout le monde est là, enfin, tout le monde est là pour essayer de trouver un peu leur spécialité qui leur convient en termes de pratique future, surtout que c'est une spécialité qu'on ne connaît pas beaucoup. Mais gardez en tête aussi qu'il faut que vous pensiez à votre qualité de vie en choisissant la ville que vous voulez, même la spécialité. Pensez-y un peu maintenant parce que souvent on est très pris par la pratique que je veux faire. Ça a l'air super intéressant. Mais gardez en tête une petite partie de vous, de quel type de vie vous voudriez amener à la fin de votre internat ou même pendant votre internat. C'est souvent ça qui influe un peu le choix de votre ville. Donc on sait qu'il y a plusieurs internes qui nous disent bah, je préfère descendre dans le sud parce que j'ai passé tout mon externat dans le froid. Bah là, j'aurai un peu plus de soleil, peut-être que ça va changer un peu les choses. Pensez aussi à comment vous voudriez vivre votre internat et pas que je suis classée à tel niveau, je peux pas avoir plus meilleur que ça, donc je plie bagage et je vais dans ce que dictent ceux qui sont mieux classés que moi. Oui, j'en rajoute aussi l'avantage de l'internat de médecine du travail, comme je l'ai dit, c'est quand même un des seuls internats, enfin des seuls internats, je suis un peu vache,
un des internats où on a quand même une très très bonne qualité de vie. C'est-à-dire qu'effectivement, la médecine, ce sera un morceau de votre quotidien, mais ça ne représentera pas votre quotidien total et absolu. Vous n'allez pas passer votre vie dans les services, vous allez pouvoir profiter de la nouvelle ville que vous choisissez, ou alors de votre famille, de vos amis si vous restez. En soi, il faut vraiment garder à l'esprit que voilà, l'internat de médecine du travail, oui, c'est prenant, c'est une spécialité médicale, on est médecin, on bosse, on est habitué, mais c'est pas non plus menchir, ou alors là, vous allez vous retrouver à faire des semaines de 100 heures et à jamais sortir de l'hôpital. Ça, voilà, c'est faut profiter de l'internat. De toute façon, c'est fait aussi un peu pour ça. C'est vous allez de redécouvrir un peu ce que c'est que la vraie vie professionnelle, et ça fait du bien. Donc oui, il faut choisir aussi en fonction de votre confort de vie. De toute façon, ça, je pense que je l'apprends à personne. C'est quand même une spécialité qui a le mérite d'être quand même assez confortable là-dessus. Est-il facile de passer d'une entreprise à l'autre? Ah, ça, c'est une bonne question si on ne s'y plaît pas en tant que médecin du travail. Alors, il y a comme dans d'autres métiers hors médecine une règle implicite d'un minimum. Ok, alors il n'y a pas de règle implicite. J'entends qu'il faut toujours avoir un CV qui soit quand même majoritairement clean et que toujours le mieux, bah, effectivement, c'est toujours la loi de l'offre et de la demande. Mais ça joue quand même beaucoup en faveur des médecins du travail. C'est qu'actuellement, eh ben, on se retrouve avec aujourd'hui une démographie médicale de médecine du travail qui fait que il y a beaucoup trop de demandes pour si peu d'offres. Ce qui fait que vous allez quand même avoir le luxe d'avoir le choix. Vous n'allez jamais vous retrouver à dire ça me plaît pas, c'est de la merde, je me casse, parce qu'en soi, souvent les services ont tendance à essayer de s'adapter au mieux en fonction de vos desiderata. Un entretien d'embauche en médecine du travail, souvent, ça va être un entretien d'égal à égal du médecin du travail avec le DRH. Vous allez vous retrouver à dire moi j'aimerais bien pratiquer avec ça, ça, mes conditions ce serait d'avoir ça, ça et ça. Si oui, c'est tant mieux, sinon c'est tant pis et vous essayez de trouver quelque chose qui vous convient. Mais en soi, non, c'est pas comme le milieu professionnel. Ça, c'est un luxe qu'on a, c'est qu'on est, tant mieux pour nous, très demandé. Alors, il ne faut pas non plus commencer à vous demander tout et n'importe quoi, parce que là, vous allez vous retrouver mis à la porte et on va se foutre de votre gueule. Mais derrière, au moins, il faut garder un peu la tête sur les épaules. Oui, c'est une spécialité. Oui, on est très demandé. On peut négocier dans la mesure du raisonnable aussi. Mais et puis tout à fait, encore une fois, dire ah bah je suis dans cette partie-là. Ça c'est une bonne question aussi. C'est si vous vous retrouvez dans un service interentreprise à gérer, j'en sais rien, une cinquantaine d'entreprises. Si au bout d'un moment, au bout de 3 ans, vous dites bah en fait les entreprises, celles-là, elles me font chier, j'en ai marre. Bah c'est tout à fait possible de rester en fait dans votre service inter, mais juste de switcher d'entreprise. Alors faut le prévoir en amont, faut toujours anticiper. Toujours, ça c'est le maître mot. Hein, de toute façon, ça vaut pour tout. Anticipation. Mais au moins, ça vous permet de dire, bon, ça, ces entreprises-là, elles ne me plaisent pas. Est-ce que c'est possible de changer? On vous dira oui, on vous dira non, on vous dira merde, mais au moins, on vous dira quelque chose. Et à ce moment-là, ce sera à vous de vous adapter. Mais en soi, on a quand même le luxe d'avoir des employeurs qui ont quand même tendance à être très complaisants avec le médecin du travail. Après, Euh, gardez en tête que vous êtes médecin, vous n'êtes pas ingénieur, vous n'êtes pas électricien, enfin, je sais pas, vous n'êtes pas dans un autre métier, vous êtes médecin, donc vous gardez votre pratique de médecine. Ce qui reste que vous êtes une entité à part de l'entreprise. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez suivre comme l'entreprise il fonctionne. Vous êtes là à faire votre pratique à vous. Donc, si c'est une boîte qui vous a plu au début, mais qu'après, bah, vous voulez diversifier votre pratique, il n'y a aucun souci si vous voulez changer, aller apprendre un autre métier. Si vous étiez habitué de voir des électriciens, maintenant ça vous plaît plus, enfin, ou vous en avez un peu marre, vous voulez voir un petit peu de salariés qui font que du bureautique, bah, vous pouvez totalement changer dans ce but-là aussi. Donc, gardez en tête que vous êtes médecin et que vous faites toujours une formation continue dans votre pratique aussi après. Avec notamment un statut très particulier. Vous êtes salarié protégé, vous êtes complètement indépendant. C'est le grand patron qui vous verse votre salaire tous les mois. Vous n'avez pas tellement de compte à rendre au final. Vous faites votre pratique dans votre coin. Parce qu'encore une fois, sinon, ça s'appelle tout simplement bah, un conflit d'intérêts. Si vous avez le patron qui vous dit ah mais surtout lui tu me le fous surtout pas inapte parce que j'en ai besoin, bah en fait dans la vie réelle ça se produit pas. Ou alors tout simplement bah ça vous dites bah non en fait médicalement, vous êtes médecin avant tout. Vous n'êtes pas là pour prendre ni le parti du salarié, ni le parti du patron. Euh, Après, le but, c'est quand même de trouver la majorité de consensus et de compromis. Dans la situation idéale, c'est ni le salarié ni l'employeur ne sera content à la fin parce que vous aurez trouvé le compromis parfait, ce qui fait que les deux seront à la fois ni contents ni pas contents.
ce qui permettra en fait de fonctionner au mieux. Mais derrière, si à un moment vous sentez qu'il n'y a plus aucun des deux qui vous écoute et que vous vous retrouvez coincé entre le marteau et l'enclume, eh ben, vous réfléchissez en tant que médecin, vous êtes là pour faire de la médecine et ça s'arrête là. Et vous conservez toujours ça, une indépendance totale et absolue. Donc ça, voilà, il ne faut vraiment pas s'inquiéter sur la question. Et vous pouvez même faire le parallélisme avec la médecine hospitalière. En fait, même si vous êtes dans une autre spécialité, vous serez toujours confronté à votre supérieur qui vous dit, enfin, à votre chef de service qui vous dit une chose et que le patient veut une autre chose. En fait, vous êtes toujours au milieu. C'est vous tranchez, vous essayez de trouver le mieux adapté à ce qui est bon pour sa santé. C'est peut-être quelque chose qui ne va pas le plaire, mais peu importe la spécialité que vous choisissez, vous vous retrouvez toujours dans ce type de situation. Donc, ce n'est pas uniquement quelque chose que vous retrouverez en médecine du travail. Voilà. Alors, l'exemple de toxicologie un jour par semaine, typiquement, ça peut se faire dans quelle structure? Alors, là, c'est très précis, voire un peu trop précis pour moi. Je pense que limite, Là, moi, c'était une personne que j'avais rencontrée du coup pendant le congrès qui nous expliquait que dans son service, elle était en interentreprise, si je ne me trompe pas. En tout cas, elle avait sa pratique quotidienne, 4 jours par semaine dans cette entreprise-là. Et l'entreprise avait fait un lien avec le centre antipoison où elle allait consulter, donner des avis sur des cas particuliers qui étaient plus poussés en toxicologie, qu'elle avait l'expérience à cause de son DU, enfin grâce à son DU plutôt, qui lui permettait d'aller faire une pratique un peu plus poussée dans ce domaine-là, mais tout en étant dans la même entreprise. Donc, ce n'est pas forcément du remplacement dans dans un autre service, ou si vous voulez le mettre sous ce nom de remplacement, mais c'était surtout donner des avis, c'était des accords entre les entreprises. Donc, il y a une diversité de modalités de fonctionner quand vous êtes en entreprise, surtout que là, il y a un gros manque de médecins, de toxicologues, enfin, de cette spécialité en gros. Donc, il y a beaucoup de liens qui sont entre entreprises aussi. si l'employeur reste sourd à nos propositions, comment s'en sort le médecin du travail? N'est-il pas parfois démuni? Ah bah c'est sûr que si ça commence à devenir un dialogue de sourds, ça devient compliqué. Après, d'un autre côté, et ben encore une fois, vous êtes le médecin du travail et c'est à la fin votre coup de marteau qui décide. Si à un moment vous vous retrouvez avec un salarié considéré comme médicalement inapte au poste, l'employeur il vous dit bah il n'y a pas d'autre poste, il faut que vous le mettiez apte. Bah en fait, vous restez d'un point de vue strict. Comme je disais, vous êtes médecin, on reste dans le médical. C'est vous qui avez le dernier mot. En soi, ça reste quand même, si vous déclarez un salarié inapte et qu'il n'y a aucune négociation possible avec l'employeur, et ben en fait, vous vous arrêtez là. Vous avez rempli votre rôle, vous avez déclaré le salarié, vous l'avez vu d'un point de vue clinique, vous avez fait des examens paracliniques ou j'en sais rien. Bref, vous avez votre expertise stricto sensu médicale. L'employeur, eh ben en fait, il n'a pas tellement son opinion à donner dans cette histoire. Alors, c'est sûr que le but, c'est quand même de bien s'entendre avec les employeurs pour qu'en fait, pouvoir adapter les postes. Si vous commencez à faire un bras de fer avec chacun des employeurs que vous suivez, c'est sûr que ça va être un peu compliqué. Mais si derrière, il y en a un qui reste pas du tout à l'écoute de vos explications, vous donnez l'attestation d'inaptitude aux salariés, et ensuite, ça devient le problème de l'employeur. Là, après, ça dépasse le cadre stricto sensu médical. Bah, maintenant, ça ne vous concerne plus. Et le salarié, il attaque l'employeur au prud'homme et il aura gain de cause. Et ça s'arrête là. Mais là, ça ne vous concerne plus. Nous, on reste, encore une fois, et ça, j'insiste bien, parce que ça, c'est ce qui fait peur quand on parle de médecine du travail. Dans médecin du travail, il y a médecin. Et c'est ce qu'on est avant tout. Il y a aussi travail, du coup, c'est qu'on s'occupe du milieu du travail. Mais voilà, il faut rester vraiment très concentré là-dessus, quoi. Il y a un petit sujet peut-être qu'on n'a pas forcément abordé, mais le médecin du travail, il n'est pas là pour imposer son opinion. Il est là pour évaluer l'état de santé d'un salarié avec son travail, pour voir s'il est compatible, s'il peut travailler dans ce poste. Donc vous, vous êtes là pour dire oui ou pas, c'est compatible ou pas. La décision finale, c'est l'employeur qui le prend. Vous, vous êtes là pour dire oui, il peut travailler, bah, tant mieux, l'employeur, il est d'accord avec vous, il laisse travailler le salarié. Vous trouvez que le salarié ne peut pas travailler dans ce poste-là parce qu'il y a une raison particulière de santé qui fait qu'il ne peut pas travailler. Vous donnez votre avis. Si l'employeur refuse, il doit justifier pourquoi il le refuse. Il faut qu'il y ait une bonne raison pour le refuser. Donc nous, si on donne une note, c'est comme on donne un avis sur la situation. S'il y a un refus, il faut que ça soit motivé. Après, il y a des textes de loi qui viennent en jeu à ce moment-là. Si ce n'est pas accepté, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc il y a un protocole à suivre après, si jamais il y a des refus.
mais vous n'êtes pas là à essayer de convaincre l'employeur, mais non, il faut que tu acceptes que ce que je dis. Ah non, en fait, c'est protocolisé, c'est dans la loi, on fait comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites pourquoi. Si c'est une raison valable, ben, on va trouver une autre solution. Il y a pas de raison valable, il faut que vous suivez ce que la loi dit. Donc, vous êtes toujours quelque part protégé par la loi du travail. C'est ça. Au final, ce que vous donnez à l'employeur, ce sont toujours des préconisations. Et c'est ça le maître mot finalement. C'est vous lui dites explicitement ce que le salarié est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire. L'employeur, la très grande majorité du temps, vu que vous êtes quand même là pour de le conseiller et qu'il se doute bien que le but, c'est pas de faire un bras de fer avec vous, il va suivre vos préconisations. S'il décide de ne pas les suivre, ensuite, bah, ça le regarde. S'il y a le salarié à qui il arrive quelque chose, qui attaque l'employeur au prud'homme en disant hé, 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 mais mon coco, moi j'avais eu le médecin du travail qui avait dit ça, toi l'employeur t'avais dit que non, et ben là maintenant, c'est comme ça. Et à la fin, c'est le salarié qui aura gain de cause parce qu'il faut considérer, voilà. Mais ce que vous donnez, c'est des préconisations. Si l'employeur, il vous dit que bah, vous êtes bien gentil, médecin du travail, mais votre avis, rien à foutre, bah ça le regarde. Vous avez fait votre travail, vous avez vu le salarié, vous avez vu cliniquement, vous l'avez évalué. Après, ce que l'employeur il fait ou pas, ça c'est son problème. Alors, quelle est la responsabilité juridique possible du médecin du travail s'il aménage mal le poste d'un salarié qui se blesse, se tue? Je pense que mal aménager un poste de travail et qu'un salarié se blesse ou se tue, ce sera plutôt l'inverse en réalité. Je pense qu'on se fera plutôt avoir par en fait l'employeur qui n'est pas à jour de ses visites et du coup qui va avoir un salarié qui en fait va travailler dans des mauvaises conditions et qui n'aura jamais vu le médecin du travail parce qu'en fait le salarié, l'employeur il l'aura pas envoyé, il n'aura pas mis à jour sa liste de salariés et du coup vous l'aurez jamais vu. Et là ça a plus de risques que ça se produise. Après, vous, si vous examinez un salarié et que vous considérez qu'en fait il faut aménager son poste de travail de telle façon, et que, j'en sais rien, moi, le salarié, il fait une connerie, ou alors il y a un accident du travail, bref, il se passe quelque chose, et il décide de vous attaquer en justice, vous personnellement, le médecin du travail, bah là, en fait, il y a une saisie du dossier, où en fait, ils vont regarder dans le dossier médical de santé au travail ce que vous avez écrit, c'est-à-dire, j'ai vu mon patient aujourd'hui, voilà, on va mettre typiquement, allez, on va prendre l'exemple classique qu'on entend en médecine du travail, c'est le conducteur de bus épileptique. Vous voyez le conducteur du bus, vous lui avez demandé est-ce qu'il est épileptique. Le mec vous répond non, je ne suis pas épileptique. Bah, c'est tout. Vous n'avez aucun moyen de le savoir. Vous lui avez demandé, il a répondu non. Point. Vous lui mettez l'aptitude au poste. Il conduit son bus. Bon, malheureusement, il fait une crise d'épilepsie. 8 morts, 6 blessés. Et ben en soi, vous, médecin du travail, si on saisit le dossier, il y aura marqué que vous avez examiné votre agent, vous avez fait les tests, vous avez demandé si son sommeil il était bien régulé, s'il n'avait pas d'antécédents d'épilepsie, s'il ne prenait pas des traitements. Et en soi, bah, vous êtes un peu, bah, ça dépend en fait de ce qui vous a répondu. Et c'est pour ça qu'on remplit le dossier et qu'on le remplit bien en plus. Mais en soi, euh, dans cette situation-là, dans cet exemple très concret du conducteur de bus qui fait crise d'épilepsie, à la fin, les ayants droit, qui est-ce qui va les rembourser? Eh ben, ce sera toujours l'employeur, parce qu'il y a des assurances qui existent pour ça. Mais vous, en soi, il n'y a aucune raison que ça vous retombe dessus. Sauf si effectivement, vous n'avez pas vu le salarié, vous avez écrit dans votre dossier, je n'ai pas vu le mec, je lui ai pas posé de questions, j'ai mis l'aptitude parce que pourquoi pas. Là, effectivement, oui, ça vous retombe dessus. Mais là, c'est parce que ça devient une erreur médicale et que c'est objectivement de votre faute. Mais sinon, pareil pour un salarié alcoolique et conducteur poids lourd et qui vous explique qui consomme une bouteille de vodka tous les jours, vous le mettez inapte, ce qui est assez logique. Par contre, si vous le voyez qu'il n'y a aucune raison de le considérer comme inapte parce que juste avant votre consultation, il s'est sevré d'alcool depuis une semaine, il a un Glasgow 15, il est tout à fait normal face à vous, pas d'alitose, j'en sais rien, il est tout à fait clean, bah vous pouvez pas le deviner, quoi. C'est s'il a envie de se bourrer la gueule avant de prendre son poids lourd, bah d'un autre côté, sinon vous pouvez pas prédire l'avenir. Et si on saisit du dossier, il y aura marqué que vous, lorsque vous l'avez examiné les jours J, il était apte à la conduite de poids lourd. Et qu'ensuite, bah, c'est tout. C'est pour ça ensuite que vous avez les visites périodiques. C'est ça aussi. C'est que les salariés, vous les revoyez quand même régulièrement. Tous les 5 ans pour des salariés lambda, pour tous les 2 ans, souvent pour lorsqu'ils ont des suivis renforcés, ou tous les ans, ça dépend. Mais c'est le principe, c'est que justement, chaque salarié a besoin d'un suivi continu en médecine du travail. Et comme vous pouvez vous en douter, on en revient là-dessus, ça fait un nombre de visites extrêmement élevé.
D'où le manque de médecins du travail, parce que, alors ça, c'est sûr qu'on ne sera jamais au chômage, vu que bah, toutes les entreprises ont besoin d'énormément de médecins du travail, qu'il n'y a pas assez, pour s'occuper justement de toutes ces visites-là, en plus de la visite de mi-carrière qui vient d'être ajoutée dans un nouveau projet de loi tout récent. Donc, ça voilà, pour petit rappel, c'est que voilà, ce ne sera pas la spécialité du chômage, hein. On a l'avantage, c'est qu'on aura vraiment le luxe de pouvoir choisir exactement tout ce qu'on veut. Bon, en tout cas, je me suis un peu égaré, mais j'espère avoir répondu sur la question de la responsabilité juridique. Petit aparté sur le principe. Alors effectivement, hein, vous pouvez envoyer des messages à l'ANIMT si jamais vous avez des questions. Vous pouvez aussi tout à fait m'envoyer des messages du coup directement à moi. Si c'est des messages sur la spécialité en tant que telle, ça je pourrais toujours vous répondre, hein. Donc moi c'est Nicolas Guyot. Vous passerez mon mail aussi. Vous pouvez me trouver sur Facebook, c'est NicoGT. Puis vous m'envoyez un message et comme ça je vous réponds. Ça permet d'éviter forcément de passer par les canaux officiels si c'est juste pour poser une petite question. Et si c'est pour des questions vis-à-vis de la médecine du travail dans une ville spécifique, dans ce cas-là, je me permettrai de vous réorienter vers l'interne de telle région qui s'occupe et qui sera mieux à même de vous répondre.